Je m'appelle Raymond Dupuis, mais tout le monde me connaît sous le nom de Ray, le chauffeur de taxi. Aujourd'hui, à 75 ans, j'ai bien des histoires à raconter. Vous savez, les gens nous regardent, nous les vieux, et trouvent ça attendrissant. Un petit papy sympa avec des anecdotes à partager. Mais ils n'ont aucune idée de la vie qu'on a menée avant tout ça. Je ne parle pas de tout le monde, non. Je parle de moi. Je vais vous raconter une chose, et j'aimerais que vous compreniez bien. Ne vous laissez pas tromper par mon allure fragile ou la lueur nostalgique dans mes yeux. La vérité est dure. Je n'ai pas été un homme bien. Maintenant que je suis vieux, il ne me reste plus que les souvenirs pour vous dire ce qui s'est passé. Changer ce que j'ai fait, c'est trop tard. Je ne peux pas remonter le temps pour réparer mes erreurs. Préparez-vous à entendre une belle histoire qui changera peut-être votre regard sur le fait de vieillir avec dignité. Parce que celle-ci, c'est l'histoire d'un homme qui a vécu sans cette dignité et qui, à la fin de sa vie, se voit contraint de faire face au reflet de ses fautes. J'ai commencé ma vie de chauffeur de taxi en 1973, à une époque où les tramways circulaient encore dans Paris. Mon premier taxi était une vieille Peugeot 504, achetée à force d'économie après 6 années passées comme receveur de bus. À l'époque, ma femme Marie-Hélène et moi vivions dans une petite maison en location en banlieue. Les nuits blanches étaient parfois mes seules compagnes fidèles, mais le plus souvent, je travaillais du matin au soir. Chaque passager apportait une nouvelle histoire. Je me souviens surtout de Monsieur Albert, un homme qui est vite devenu bien plus qu'un simple client régulier. Il souffrait de sérieux problèmes aux jambes, et je l'amenais à ses séances de kiné 4 fois par semaine. Au début, il était solide comme un roc, plein d'histoires de son service militaire dans les années 50. Avec le temps, il a perdu ses forces, mais il a toujours gardé cette dignité et ce respect pour les autres. À chaque fois que je pense à lui, mon cœur se serre un peu. C'était un homme extraordinaire, de ceux qu'on ne croise plus aujourd'hui. Il montait dans le taxi, toujours en costume marron impeccable, avec ce port militaire inébranlable, même avec ses difficultés à marcher. Un jour, je l'ai trouvé particulièrement abattu. Il venait d'apprendre que sa maladie était plus grave que prévu. C'était une forme de sclérose. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, cette maladie qui paralyse le corps petit à petit. Ce jour-là, il m'a confié que ce qui lui faisait le plus peur, ce n'était pas la maladie en elle-même, mais de perdre son indépendance. Il pleuvait fort ce jour-là. Je l'attendais devant la clinique. Quand il est sorti, ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait même plus à tenir sa canne. Sans réfléchir, j'ai garé la voiture, attrapé mon parapluie et je suis allé l'aider. Il m'a regardé avec les yeux brillants de larmes et m'a dit « Ray, vous me rappelez mon fils, celui que j'ai perdu dans un accident il y a 15 ans. Il avait ce même bon cœur. » Avec le temps, notre relation est allée bien au-delà du simple lien chauffeur-client. Je me mettais à l'avance pour ses courses, juste pour avoir le temps de discuter un peu plus avec lui. Il m'a tant appris sur la vie, sur l'honneur, sur la persévérance. Il avait une phrase qu'il répétait toujours. « Ray, la vie, c'est comme une bataille. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez. » Un jour, il n'est pas venu à sa séance de kiné. Inquiet, je suis allé chez lui. Il vivait dans un vieil immeuble du Marais. Le concierge me connaissait et m'a laissé monter. Je l'ai trouvé par terre, dans la salle de bain. Il y avait passé la nuit. Après ça, on a mis en place un système. Il mettait un pot de fleurs à sa fenêtre chaque matin. Si je passais et que je ne le voyais pas, je savais que quelque chose n'allait pas. Monsieur Albert était veuf, sans famille proche. Petit à petit, Marie-Hélène et moi, on l'a intégré à notre famille. Malgré la maladie, il avait un humour incroyable qui faisait rire tout le monde. Je me souviens d'un dimanche où il est venu déjeuner à la maison avec un vieil harmonica. Personne ne savait qu'il jouait. Il s'est mis à jouer « Le temps des cerises », tout faux, au point que même le chien du voisin s'est mis à hurler. Tout le monde s'est écroulé de rire, lui y compris.
Je n'ai jamais appris à en jouer, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un public, disait-il. Un jour, on lui a organisé une fête surprise pour ses 70 ans. Il pensait que c'était un simple repas dominical. Quand il a ouvert la porte, on a tous crié « Surprise !» Il a sursauté si fort que son dentier a failli tomber. Il a éclaté de rire. C'est la première fois qu'un peloton entier me prend de court. Il donnait des noms à tout. Son fauteuil roulant, c'était la calèche royale. Son déambulateur, le fidèle écuyer. Son coussin orthopédique, le sauveur de la patrie. Quand il avait besoin d'aide pour se lever, il lançait solennellement « Je convoque les bras forts de la nation pour une mission spéciale ». L'une de ses dernières folies fut une leçon de cuisine militaire, dans ma cuisine, recette secrète de l'armée selon lui. En réalité, des pâtes aux saucisses, mais il racontait avec tant de mystère et d'histoire que ce simple plat est devenu un repas inoubliable. Monsieur Albert prouvait que, même dans les moments difficiles, il y a toujours une place pour le rire. « La tristesse n'a pas de galon dans ma caserne », répétait-il. Il vivait chaque jour comme une nouvelle aventure à raconter. Quand il est devenu alité, j'allais le voir chaque jour, lui lisais le journal, on parlait du bon vieux temps. Il avait une infirmière, Madame Louise, douce et patiente, qu'il aimait beaucoup. Il est parti un après-midi d'automne, paisiblement, comme s'il partait pour une nouvelle mission. Madame Louise a trouvé à son chevet une lettre à mon nom. Il y disait qu'il avait trouvé une nouvelle famille et que j'avais été pour lui le fils qu'il avait perdu et retrouvé. Vous savez, certaines personnes traversent notre vie et y laissent une marque profonde. Monsieur Albert fut l'une d'elles. Il m'a appris que la vraie force ne réside pas dans le corps, mais dans l'esprit. Je garde encore sa vieille canne dans mon garage, souvenir que parfois nos passagers sont en réalité des anges déguisés, envoyés pour nous transmettre une leçon. Et au milieu de toutes ces histoires, j'ai aussi connu de grands moments de bonheur avec deux amis chers de ma station de taxi. Antoine la moustache, toujours avec sa moustache impeccable et son humour inégalable, et Bastien de la place, qu'on appelait tous Titi, un Auvergnat plein de contes et légendes à raconter. Je me souviens particulièrement d'un jour, c'était l'anniversaire de Titi. On avait préparé une surprise. Antoine et moi avions demandé à tous les chauffeurs du point de klaxonner en même temps à son arrivée. Quand il est apparu, avec son éternelle bouteille isotherme de café, il a sursauté tellement fort qu'il a failli renverser tout son breuvage. On avait caché un gâteau préparé par Marie-Hélène dans le coffre de mon taxi, décoré d'une petite voiture en plastique, achetée dans un magasin de jouets. Vous auriez dû voir sa tête. Cet homme, si dur d'ordinaire, pleurait d'émotion, là, au beau milieu de la place. Chaque vendredi soir, c'était la tradition. On se retrouvait tous dans le petit bistrot de Monsieur Marcel pour déguster son fameux feuilleté à la viande. Antoine racontait toujours des histoires invraisemblables sur ses passagers. Une fois, il jurait avoir conduit un homme identique à Michel Drucker. On s'en est moqué pendant des mois, jusqu'au jour où Michel Drucker a dit à la télévision qu'il prenait parfois le taxi pour écouter les récits des chauffeurs. Les week-ends, on partait pêcher. Titi était le pire pêcheur de France. Il faisait fuir tous les poissons avec ses histoires racontées trop fort. Mais on s'en fichait. Ce qui rendait ces journées spéciales, c'était justement ces histoires. Antoine amenait toujours une vieille guitare, et à la tombée du jour, il chantait des airs appris de son père. Une fois, on a organisé une excursion en famille, à Lourdes. On avait loué une camionnette remplie de victuailles, et on était parti un samedi matin. En route, le véhicule a commencé à tousser. 3 chauffeurs expérimentés, incapables de trouver la panne. On a fini par pousser la camionnette jusqu'à la station la plus proche, trempé de sueur mais mort de rire. C'était juste le réservoir vide. Le compteur était cassé. On est devenu la risée du point pendant des mois. À Noël, on faisait tourner les célébrations. Chez Titi, c'était la fameuse dinde de sa femme, Lucie. Pour le Nouvel An, c'était chez nous, et Marie-Hélène préparait sa célèbre brandade de morue. Au carnaval,
Antoine transformait son garage en piste de danse, avec des musiques anciennes et des déguisements faits maison. Ah, Antoine. C'était un sacré personnage. J'ai encore plein d'histoires Vauquan à vous raconter sur lui, vous allez voir. Une fois, nous étions à la station de taxi, quand une dame enceinte est arrivée, déjà en plein travail. C'était une nuit pluvieuse, et tous les autres chauffeurs ont hésité, tous sauf Antoine. Non seulement il l'a conduite à l'hôpital, mais il a fini par l'aider à accoucher à l'arrière de son propre taxi. Après cela, l'enfant a été prénommé Antoine, en son honneur. Antoine avait un cœur immense. Une autre fois, il a trouvé un chien renversé par une voiture près de notre point. Sans réfléchir, il a annulé toutes ses courses du jour et a emmené l'animal chez le vétérinaire. Il l'a finalement adopté. On l'a tous surnommé Taxi, et il est devenu la mascotte du groupe. Tout le monde riait quand Taxi aboyait sur les bus, comme s'il protégeait notre territoire. Mais l'histoire d'Antoine qui m'a le plus marqué, c'est celle de cette petite fille malade du cancer. Elle rêvait de voir la mère, mais sa famille n'en avait pas les moyens. Antoine a organisé une collecte entre nous, les chauffeurs. Il a trouvé un hébergement chez un cousin à lui et a emmené la fillette et ses parents passer un week-end à la mer. Le sourire de cette enfant quand elle a vu l'océan pour la première fois, ça n'a pas de prix. Le dimanche matin, Antoine arrivait toujours au point très tôt, avec du pain chaud et du café pour tout le monde. Il avait un immense thermos que sa mère, aujourd'hui décédée, lui avait laissé, et il tenait à servir chaque collègue. Il disait toujours « Ce café, dans ce thermos-là, a le goût de l'amour d'une mère. » Ces souvenirs d'Antoine me font toujours sourire. Il nous a appris qu'être chauffeur de taxi, ce n'est pas juste transporter des gens d'un point à un autre, c'est faire partie de leur vie. Antoine, que Dieu ait son âme, nous a quittés bien trop tôt, emporté par une tuberculose. Je me souviens du jour où il est arrivé au point en toussant fort, pâle comme un linge. On lui a dit d'aller consulter un médecin, mais il répétait que ce n'était qu'un simple rhume. Et quand il a fini par y aller, c'était trop tard. Son enterrement reste l'un des jours les plus tristes et les plus beaux que j'ai jamais vécus. Quand la nouvelle est tombée, la station de taxi s'est figée. Personne n'y croyait. Un homme aussi plein de vie, parti si soudainement, s'il nous avait écoutés, s'il était allé consulter plus tôt. Mais Antoine était têtu. Il plaçait toujours les autres avant lui-même. La veillée funéraire s'est tenue dans le salon paroissial de l'église, là où il amenait souvent les anciens du quartier pour assister à la messe. La salle était trop petite pour contenir tous ceux venus lui dire adieu. Il y avait des gens qu'on ne connaissait même pas. D'anciens passagers, des personnes qu'il avait aidées au fil des ans, même la famille de la petite fille qu'il avait emmenée voir la mère. Et puis il y avait Taxi, son fidèle chien, allongé à côté du cercueil, gémissant doucement, comme s'il comprenait tout ce qui se passait. Personne n'a eu le cœur de le déplacer. C'était une scène bouleversante. Nous, les chauffeurs, avons organisé un hommage spécial. Tous les taxis étaient alignés devant l'église, les phares allumés. Quand le cercueil est sorti, nous avons klaxonné à l'unisson. C'était notre dernier adieu à un ami qui avait tant illuminé nos vies. Le moment le plus émouvant, ce furent les histoires racontées sur lui. Une vieille dame se souvenait de comment Antoine l'attendait toujours à la sortie du marché et portait ses sacs jusque chez elle. Un adolescent expliqua qu'Antoine avait payé ses livres scolaires à une époque difficile pour sa famille. Madame Lydie, la marchande de pop-corn de la place, avait apporté son fameux maïs au bacon, le préféré d'Antoine. Je me souviens qu'on a mangé ce pop-corn en silence, en se regardant comme s'il était encore là. C'était étrange et beau. Après l'enterrement, on s'est réunis à la station de taxi. Chacun a raconté une anecdote drôle sur lui, comme il aurait aimé. Titi, fidèle à lui-même, avait ramené l'ancien thermos d'Antoine et on a servi du café à tout le monde. On perpétuait son rituel du dimanche. Le petit chien, lui, est parti vivre chez Titi,
qui avait promis de s'en occuper comme Antoine le faisait. Quelques mois plus tard, Marie, ma femme, m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais aux anges. C'était ce qu'on voulait depuis longtemps. En 1980, notre fille est née, Christine. Et avec elle, les responsabilités ont doublé. Marie travaillait à la maison comme couturière, faisant des retouches pour les voisins, pendant que moi je passais mes journées au volant. Il y eut une période où je ne voyais ma famille que quand elle dormait. J'arrivais si tard que je ne pouvais même pas dîner. Vous imaginez la douleur dans la poitrine? Mais les voir dormir, paisibles, le ventre plein, ça rendait chaque sacrifice justifié. 2 ans après Christine est arrivé notre deuxième enfant, Joseph, que tout le monde appelait Jojo. Quelle joie immense! Nous avions désormais notre duo, Mini Marie et Mini Raymond. Tandis que Christine était calme et studieuse, comme sa mère, Jojo était une vraie tornade. Il avait pris mon côté farceur. Marie répétait souvent « Déjà qu'un homme à la maison, c'est du boulot. Maintenant, j'en ai 2 pour me rendre folle. » Le temps passait vite à cette époque. Je me souviens comme si c'était hier. Jojo avait 5 ans quand il a décidé qu'il voulait devenir chauffeur de taxi comme son père. Un après-midi, il a pris mes clés que j'avais laissées sur la table. On l'a trouvé assis dans le taxi, faisant le bruit du moteur avec la bouche et tournant le volant. Quand on lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu très sérieusement « Papa, il y a un client qui veut aller sur la Lune. Je lui fais payer combien ?» Christine, de seulement 2 ans son aînée, agissait déjà comme une petite maman. Un jour, ils ont décidé de rénover le jardin. Ils ont pris de la peinture à l'eau et ont coloré toutes les plantes. D'après Jojo, le vert était trop banal. Christine, elle, a essayé de structurer un peu tout ça en dessinant des motifs plus travaillés sur les feuilles. Quand Marie a vu le jardin, elle a failli s'évanouir. Puis elle a éclaté de rire en voyant leurs visages pleins de taches et leurs explications maladroites sur le embellissement floral. Les repas? Toujours une aventure. Jojo adorait jouer avec la nourriture, dessinant des bonhommes avec la purée. Christine, bien droite et sérieuse, essayait de lui enseigner les bonnes manières, mais finissait par éclater de rire. Marie cousait souvent des tenues assorties pour eux 2, mais Jojo trouvait toujours un moyen de personnaliser la sienne. Manches découpées, dessins au feutre, ou même trous, parce que tout le monde fait ça, maman. Christine, toujours impeccable, levait les yeux au ciel, tout comme sa mère. Marie disait que Dieu avait été malin d'envoyer Christine en premier, pour qu'elle ait un peu d'entraînement avant d'affronter le typhon Jojo. Mais la vérité, c'est qu'ils se complétaient parfaitement. Notre fille avait la douceur de sa mère, et notre fils, mon esprit aventurier. Ensemble, ils formaient notre équilibre, notre perfection. Nous avions enfin pu acheter notre propre maison, 3 chambres, un vrai rêve devenu réalité. J'avais remplacé mon vieux taxi par un modèle plus récent. On croulait sous les dettes, mais tout allait bien. La maison, simple mais chaleureuse, était dans un quartier paisible. Façade jaune pâle, une petite terrasse où j'aimais m'installer le dimanche après-midi. Le jardin, bien que modeste, était la fierté de Marie. Elle y faisait pousser des roses, des marguerites, même un petit mûrier que les enfants adoraient. À l'intérieur, une salle de séjour décorée de photos de famille et de tableaux que Marie peignait lors de ses cours du samedi. Le canapé, un peu usé, était pas notre coin préféré pour les soirées cinéma en famille. Mais la vraie âme de la maison, c'était la cuisine, petite mais accueillante. Rideaux fleuris, une table en bois, l'odeur du café frais et du pain que Marie pétrissait, surtout le samedi matin. Les 3 chambres étaient simples, mais pleines de chaleur. La nôtre avait ce lit double qu'on avait acheté juste après le mariage, et une vieille armoire héritée de sa grand-mère. À l'arrière, le jardin était le paradis des enfants. Une petite pelouse où Jojo jouait au ballon et cassait une vitre sur 2. Dans un coin, on avait planté une petite parcelle de potager. Christine adorait aider sa mère avec les tomates et la laitue.
Ces petites mains pleines de terre sont des images que je n'oublierai jamais. Vous savez, pendant que je vous raconte tout ça, je ferme les yeux et je vois tout, comme si c'était encore là. Je sens le parfum de la terre après la pluie, j'entends les rires de mes enfants, je goûte encore les tomates qu'on cueillait ensemble. Certains disent que les vieux oublient, mais si vous avez encore la tête claire, comme moi, oh, on se souvient. Et comment? Parfois, je crois même que je me souviens trop, chaque détail, chaque instant, gravé ici, dans ma mémoire, pour le meilleur et pour le pire. Et ce taxi, c'était ma fierté. J'avais troqué ma vieille Peugeot 504 contre une Renault 18 toute neuve. J'avais aussi pris une assurance, après tout, c'était mon gagne-pain. C'était une voiture plus économique, plus confortable, peinte dans un joli beige qui brillait sous le soleil. J'y avais installé un nouvel autoradio et même un petit ventilateur pour les journées de grande chaleur. Le siège conducteur était devenu mon bureau, mon confessionnal, et parfois mon refuge. J'avais recouvert le siège d'une housse à pois que les enfants avaient choisie dans une petite boutique du centre-ville. Sur le tableau de bord, j'avais collé une photo de famille et une petite image de Saint-Christophe, le patron des automobilistes. Dans le coffre, à côté de la roue de secours, je gardais toujours une caisse à outils. On ne sait jamais. Il y avait aussi un parapluie de secours pour les passagers et un thermo rempli de café que Marie préparait tous les matins. Jojo adorait m'aider à laver le taxi. Ah, les dimanches de lavage du taxi avec Jojo, c'était un rituel à nous. Très tôt, il était déjà debout, encore en pyjama, m'attendant au portail. « Papa, on va donner un bain au taxi aujourd'hui ?» demandait-il avec son sourire malicieux. C'était notre moment sacré, quand la circulation était plus calme. Jojo avait son propre petit kit de nettoyage. Un seau bleu plus petit que le mien, une éponge en forme d'étoile qu'il avait choisie lui-même, et un chiffon que sa mère avait découpé rien que pour lui. Si quelqu'un osait utiliser ses affaires, quelle histoire! On commençait toujours par une inspection complète de la voiture. C'était amusant de le voir imiter mes gestes sérieux, fronçant les sourcils comme un vrai professionnel. « Papa, ici il manque un peu de savon », disait-il en pointant du doigt des endroits parfois parfaitement propres. Il adorait être responsable du nettoyage des roues. « C'est la partie la plus importante, papa. Si les roues sont sales, comment tu veux que la voiture avance ?» C'était sa logique d'enfant, et moi je souriais. Parfois, il se concentrait tellement sur une roue qu'il fallait que je lui rappelle qu'il en restait 3 autres. Le meilleur moment, évidemment, c'était le rinçage. Évidemment qu'on finissait trempé. Il adorait quand je le laissais manier le tuyau d'arrosage, même si la moitié de l'eau finissait sur moi. C'était pas fait exprès, papa. Et puis venait l'inspection intérieure, comme il l'appelait. Jojo s'installait à l'arrière, faisait semblant d'être un passager important et déclarait d'une voix grave comme il pensait que les adultes parlaient « Monsieur le chauffeur, c'est impeccable ici. Félicitations. » Une fois, il a trouvé une pièce sous un siège et il était fou de joie. À partir de ce jour, ça devint une tradition. À chaque lavage, c'était la chasse au trésor. Marie cachait exprès quelques pièces pour lui faire plaisir. L'étape finale, c'était sa préférée. Il prenait sa petite chiffonnette, découpée dans le même tissu que la mienne, et donnait au taxi un éclat final. « Papa, tu vois comme ça brille ?» Ensuite, on s'asseyait ensemble sur le trottoir, buvait du jus que Marie avait préparé, et on admirait le résultat. « Quand je serai grand, papa, je veux un taxi comme le tien. » Et moi, je souriais, pensant que ces petits moments resteraient à jamais gravés dans ma mémoire. À la fin de la journée, même trempé et épuisé, Jojo faisait une dernière inspection du véhicule. « Demain, les passagers vont halluciner, papa. Ce sera le taxi le plus propre de toute la ville. » Et il avait raison. Ce taxi brillait de l'amour d'un père et de son fils. C'est vrai, j'étais couvert de dettes. Le crédit de la maison et celui de la voiture pesaient lourd, mais chaque mensualité payée était une victoire.
Je travaillais dur, souvent en faisant des heures supplémentaires, parfois jusqu'à très tard. Mais quand je rentrais chez moi et que je voyais les sourires de mes enfants, le câlin de Marie, je savais que tous les efforts valèrent la peine. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, des fins de mois serrés, des choix à faire. Mais on traversait tout ça ensemble, comme une vraie famille. Et le soir, quand on se retrouvait tous à table dans la petite cuisine autour de notre table en bois, on se disait qu'on avait tout ce qui comptait vraiment. C'était une vie simple, mais c'était la nôtre. Et à ces instants-là, en regardant Marie aider Christine avec ses devoirs, ou en entendant les rires de Jojo depuis le jardin, je me sentais comme l'homme le plus heureux du monde. Jusqu'au jour où, pendant une journée de travail ordinaire, elle est montée dans mon taxi. Anna. Une femme d'environ 30 ans, aux cheveux bruns ondulés et au sourire qui illuminait tout l'habitacle. Je sais, vous devez déjà me juger. Mais vous devez comprendre, à cette époque, j'étais marié depuis plus de 15 ans avec Marie, nous avions 2 enfants formidables. Et pourtant, jamais je n'avais ressenti mon cœur s'emballer comme ça pour une autre femme. Ce sentiment m'a pris par surprise. Il m'a complètement désorienté. C'était comme si, tout à coup, je revenais 20 ans en arrière. Pendant la course, on a parlé de nature. Elle avait cette passion communicative pour les plantes et les animaux. Elle m'a dit qu'elle était professeure de biologie, et ce jour-là, elle était toute excitée à propos d'une nouvelle espèce d'orchidée. Je ne savais même pas qu'il en existait autant. En fait, elle aurait pu parler de n'importe quoi, j'aurais adoré l'écouter. Sa voix était vive, pleine d'énergie. Elle me donnait envie d'en entendre encore. Elle m'a raconté ses expéditions, ses actions pour la préservation de l'environnement. Ses yeux brillaient en parlant des beautés naturelles de la France et de l'importance de protéger notre planète. Impossible de ne pas être captivé par tant d'enthousiasme. Dans les jours suivants, je me surpris à penser à elle. J'imaginais la recroiser par hasard, l'entendre encore parler de ses aventures en forêt, revoir ce sourire lumineux, mais avec ces pensées venait une énorme culpabilité. Je pensais à Marie, cette femme incroyable, à mes enfants, à notre famille heureuse, et je compris alors que ce n'était qu'une fascination passagère. Peut-être un besoin d'aventure que je n'avais jamais vécu. Le véritable amour, lui, m'attendait à la maison, dans l'odeur du café que Marie préparait chaque matin, dans le bisou du soir de Christine, dans les blagues nulles de Jojo qui me faisaient pourtant toujours rire. Une semaine plus tard, par hasard, ou par destin, Anna est montée à nouveau dans mon taxi. Mon Dieu, c'était reparti. Palpitations, euphorie, joie. Rien qu'en la voyant dans le rétro, j'étais ailleurs. Je n'ai rien dit. Mais elle a continué à parler de ses recherches, de ses découvertes, et je me suis retrouvé happé, encore une fois. Quand la course s'est terminée, j'étais hypnotisé. Je suis rentré chez moi, perdu, me demandant pourquoi je n'arrivais pas à la sortir de ma tête. 2 jours plus tard, j'étais au point, en train de discuter avec des collègues, quand Anna s'est approchée. Un sourire timide, ses yeux brillants sous la lumière de l'après-midi. « Bonjour. Vous pourriez me conduire quelque part encore ?» me demanda-t-elle. Mais cette fois, sa voix avait quelque chose de plus doux, plus intime. Pendant le trajet, le silence était chargé de non-dits. Par moments, nos regards se croisaient dans le miroir et on souriait sans s'en rendre compte. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup repensé à nos conversations, qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Quand on est arrivé, elle n'est pas sortie tout de suite. « Vous savez, » dit-elle en se tournant vers moi, « je ne crois pas que ce soit un hasard, toutes ces rencontres. Vous accepteriez de prendre un café avec moi ?» Mon cœur a failli exploser. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas le seul à ressentir quelque chose. Les mains tremblantes sur le volant, j'ai répondu que oui, que j'aimerais beaucoup. C'est comme ça que tout a commencé. Pas seulement une histoire entre un chauffeur et une passagère, mais une rencontre entre 2 âmes que le destin avait décidé de rapprocher. Des trajets qui allaient changer nos vies. Anna et moi,
On s'est retrouvés ce même après-midi dans un petit café du centre-ville. Elle était encore plus belle de près, et son rire... Ah, ce rire! Une musique. On a parlé pendant des heures. Elle adorait enseigner la biologie. Ses yeux brillaient quand elle parlait de ses cours pratiques, de la manière dont elle faisait découvrir la vie à ses élèves. Pendant le café, elle m'a avoué que sur les 3 fois où elle avait pris mon taxi, 2 étaient au volontaire. Elle avait repéré mon poing et mes horaires, et son cœur battait fort chaque fois qu'elle me voyait. On a ri ensemble. 2 adultes, nerveux, à cacher ce qu'ils ressentaient. Quelques jours plus tard, lors d'une balade au jardin botanique, elle a dit que c'était l'endroit parfait. Je n'ai plus résisté. Alors qu'elle m'expliquait les différentes plantes, avec passion, je lui ai pris la main. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit tout ce que je gardais depuis notre première rencontre. Elle m'a souri, les yeux brillants, et elle m'a embrassé, là, entre les fleurs qu'elle aimait tant. Et ainsi, on a continué à se voir, pendant des mois. Notre histoire avait commencé dans un taxi, mais elle nous avait menés bien au-delà des rues de la ville, comme si on s'était déjà connus dans une autre vie. Anna savait que j'étais marié depuis la toute première fois où elle était montée dans mon taxi. Elle avait vu mon alliance à l'annulaire gauche, mais elle n'avait jamais posé de questions. Je parlais parfois des enfants, et elle écoutait sans commenter. Peut-être qu'elle comprenait la situation. Elle ne m'a jamais rien demandé de plus que ce que je pouvais donner. Et pourtant, mon cœur était en miettes. Je savais que tout avouer à ma famille serait les détruire, ruiner tout ce qu'on avait construit ensemble. Je me retrouvais à un carrefour. Devais-je tout dire à Marie, divorcer dignement? Ou bien continuer à vivre avec cette famille que j'aimais tout en cachant cette relation clandestine? Un soir, pendant le dîner, j'ai regardé ma famille assise autour de la table. Moi, en train de penser à quitter ma femme, avec une autre dans la tête. Je me suis senti comme une ordure. Mais je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit. Le poids du secret m'étranglait, mais la peur de tout perdre était encore plus forte. Et plus je me laissais embarquer dans cette histoire avec Anna, plus la situation s'envenimait. Ce qui n'était au début qu'un rendez-vous hebdomadaire est devenu 2 puis 3 fois par semaine. Nous étions amoureux, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Et je m'enfonçais toujours plus dans cette double vie. La passion était dévorante, différente de tout ce que j'avais connu, mais en parallèle, la culpabilité me rongeait. Chaque fois que je regardais Marie ou mes enfants, j'avais l'impression de trahir non seulement mon mariage, mais toute ma vie. Mes nuits étaient agitées, déchirées entre le désir pour Anna et l'amour pour ma famille. Un soir, après un rendez-vous avec Anna, j'ai pris le volant sans but. Ma tête bouillonnait. C'était comme si Dieu lui-même me hurlait dans les oreilles, me montrant tous mes faux pas, toutes mes erreurs. Il me rappelait les vœux échangés à l'église, les sourires de mes enfants, l'amour de Marie. Et dans un autre coin de ma tête, j'entendais presque le rire moqueur du diable, celui qui semblait dire « Voilà, encore une famille brisée grâce à un pauvre vieux chauffeur de taxi. » Sans vraiment réfléchir, je me suis retrouvé garé devant notre toute première maison, ce petit studio loué où tout avait commencé avec Marie. C'était comme si le temps s'était figé. Les souvenirs m'ont assommé d'un coup, comme un train lancé à toute vitesse. Les galères partagées, la naissance des enfants, les joies, les larmes. Tout revenait me frapper le cœur, me faisant sentir le pire des hommes. C'est là que j'ai compris l'ampleur de ce que je risquais. Ce n'était pas juste un mariage que je mettais en jeu, c'était toute une vie bâtie sur l'amour, les sacrifices et la loyauté. Il fallait que je choisisse. Je ne pouvais plus continuer ainsi, mentant à ma femme et à moi-même. Quelles qu'en soient les conséquences, il fallait agir. J'ai décidé de tout arrêter avec Anna et de rester auprès de ma famille. J'ai donc fixé un dernier rendez-vous avec elle. Ce jour-là, sur la route, mon esprit était en vrac. Je m'étais promis de mettre fin à tout, de retourner vers les miens, corps et âme. J'étais même prêt à abandonner le taxi si nécessaire. Mais le destin en avait décidé autrement.
Je roulais sur l'avenue principale, une rue que je connaissais par cœur après toutes ces années. Le feu était vert pour moi, je roulais normalement. Et là, c'est arrivé. Surgissant d'une rue perpendiculaire, une voiture rouge déboula à toute vitesse. Le conducteur n'avait visiblement pas vu le feu rouge. Tout s'est passé en quelques secondes, mais pour moi, c'était comme au ralenti. J'ai vu le véhicule foncer droit sur moi. J'ai entendu le crissement des pneus quand il a tenté de freiner. J'ai essayé de braquer, mais c'était trop tard. L'impact a été brutal. Il a percuté ma portière de plein fouet. Le bruit du métal tordu et des vitres explosées a envahi l'habitacle. Une douleur fulgurante m'a transpercé le flanc gauche, puis le noir. L'air empestait le plastique brûlé et les fluides mécaniques. J'étais désorienté, incapable de bouger. À travers le pare-brise brisé, j'entendais des cris lointains, puis des sirènes qui se rapprochaient. Quelqu'un avait appelé les secours. J'ai voulu bouger, mais la douleur était atroce. Ma jambe gauche était coincée sous les tôles. Dans cet instant suspendu, des images de ma vie défilaient, le visage de Marie, les sourires de mes enfants, toutes les choses que je n'avais pas encore dites, tous les moments que je n'avais pas encore vécus. La culpabilité me rongeait. J'entendais des voix s'approcher, des gens me dire de rester calme, que l'ambulance arrivait, mais moi, je ne pensais qu'à ma famille. À quel point je voulais une seconde chance. Les sirènes se rapprochaient, je voyais les gyrophares à travers le pare-brise étoilé. Les secours ont été rapides. Ils m'ont extrait du véhicule tout en me parlant. Mais je ne répondais presque plus. Tandis qu'ils me hissaient sur une civière, j'ai jeté un dernier regard à mon taxi. Ce compagnon de route, témoin de tant d'histoires, réduit à une carcasse informe. La dernière chose que j'ai pensée avant de sombrer, c'était « Je donnerai tout pour être à la maison avec eux, là, maintenant. » Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, entouré de bips réguliers. La lumière était trop forte. J'ai tenté de bouger, mon corps pesait 1 tonne. Ma jambe gauche était suspendue, plâtrée de la hanche à la cheville. J'avais mal à la tête, au torse, partout. Petit à petit, les souvenirs revenaient, j'étais vivant. Mais dans quel état? Une infirmière est entrée, son visage s'est illuminé en me voyant. « Bienvenue parmi nous, monsieur Dupuis », m'a-t-elle dit en souriant. « Vous nous avez bien fait peur. » J'ai tenté de parler, mais ma gorge était trop sèche. Elle m'a donné de l'eau avec une paille. Après quelques gorgées, j'ai pu demander « Ma famille, est-ce qu'ils savent ?»« Oui », a-t-elle répondu. « Votre épouse est là. Elle ne vous a presque pas quitté depuis votre arrivée. » Depuis combien de temps? J'étais inconscient depuis des jours. À ce moment-là, Marie est entrée. Les yeux rouges, les traits tirés, les cheveux en bataille. Elle a accouru vers moi, a saisi ma main avec force. « Oh Raymond !» sanglota-t-elle. « Merci mon Dieu, tu es réveillé. J'ai eu si peur. » En la regardant, en voyant l'amour et l'inquiétude dans ses yeux, une vague de honte m'a submergé. Comment avais-je pu penser à la quitter? « Je suis désolé », ai-je murmuré d'une voix cassée. « Désolé pour tout. » Elle secoua la tête en larmes. « Ce n'est pas le moment. Ce qui compte, c'est que tu sois vivant. » Les jours suivants, les médecins m'ont expliqué mes blessures. Une jambe cassée, 3 côtes fracturées, une commotion cérébrale et de multiples hématomes. Ils disaient que j'avais eu de la chance. L'accident aurait pu me tuer. Christine et Jojo sont venus me voir. Leurs visages inquiets me brisèrent le cœur. J'ai juré que si j'avais droit à une seconde chance, je serais le meilleur père et mari possible. Mes amis de la station de taxi m'ont aussi rendu visite. Titouan m'a rapporté des nouvelles. Le conducteur de la voiture rouge avait survécu, mais il serait poursuivi pour conduite dangereuse. Quant à mon taxi, il était bon pour la casse. Pendant les longues heures d'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi. À Anna, à ce que j'avais failli perdre. J'ai compris que ce n'était pas de l'amour, mais une échappatoire, une illusion,
Une erreur qui aurait pu me coûter tout ce qui comptait vraiment. La rééducation allait être longue. Je ne pourrais pas conduire avant des mois. Mais au milieu de tout cela, une vérité s'imposait. J'avais une seconde chance. Une chance de réparer mes fautes, d'être l'homme que ma famille méritait. Après 28 jours à l'hôpital, j'ai enfin pu rentrer à la maison. En fauteuil roulant, amaigri, meurtri, mais vivant. Je vais vous dire une chose, ces 28 jours m'ont tout appris. Quand je suis revenu chez moi, j'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. La culpabilité m'écrasait. C'était comme une pierre gigantesque sur ma poitrine, jour et nuit. Je n'en pouvais plus. Alors, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai décidé qu'il était temps de dire la vérité à Marie. Je me suis dit, quitte à recommencer, autant le faire sans le moindre mensonge. Je voulais pouvoir me regarder dans un miroir sans détourner les yeux. Sainte Marie. Rien que d'y repenser, j'en ai encore des frissons. Ça a été le moment le plus dur de toute ma vie, croyez-moi. J'ai attendu que les enfants dorment et je me suis assis avec Marie à la table de la cuisine. Ma voix tremblait comme une feuille, mais j'ai tout raconté, depuis le début, sans rien adoucir. J'ai parlé d'Anna, de nos rencontres, de comment j'étais à deux doigts de tout quitter. Je voyais le visage de Marie changer, d'abord livide comme un drap, puis rouge comme un piment. Quand j'ai fini, je m'attendais à des cris, à des larmes, à une gifle, mais non. Elle est restée silencieuse un long moment. Elle me fixait avec ses yeux-là, ses yeux qui voyaient à travers moi. Et puis elle a dit, d'une voix glaciale qui m'a gelé le sang, « Raymond, je ne partirai pas. La maison et les enfants sont à moi. C'est toi qui feras ta valise. Je te laisse du temps, mais dès que tu seras remis, je veux que tu disparaisses. » Je suis resté là, muet. Elle a continué. « Je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que tu sois totalement rétabli. Je le fais pour les enfants, pas pour toi. » Ces mois à la maison, convalescents, ont été un vrai supplice. Je passais le plus clair de mon temps alité, ou allongé sur le canapé, la jambe engoncée dans un plâtre lourd comme un rocher. Les enfants, les pauvres, faisaient ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Et Marie, elle s'occupait de moi, oui, mais avec une froideur qui me transperçait le cœur. Elle faisait tout ce qu'il fallait, mes médicaments, mes pansements, mes repas, mais sans me regarder. Chaque geste, chaque mot disait clairement « Je fais ça pour eux, pas pour toi. » Vous qui m'écoutez, surtout si vous êtes une femme, vous devez bouillir de colère, non? Vous vous demandez sûrement « Mais pourquoi Marie ne l'a-t-elle pas foutue dehors ?» Et vous auriez raison. Elle aurait pu me virer sans un mot, balancer mes affaires sur le trottoir, et je n'aurais même pas eu le droit de protester. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Vous auriez supporté comme elle l'a fait, ou m'auriez-vous jeté dehors, sans pitié? Dites-le franchement, je le mérite. Parfois, je me dis que ça aurait été mieux ainsi. Peut-être plus juste. Mais ensuite, je pense aux enfants, à notre histoire. Ce n'est jamais simple. Jamais noir ou blanc. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait après une bêtise pareille? Je ne cherche pas à me faire pardonner, juste à comprendre. Les amis de la station de taxi venaient à me chercher pour mes séances de rééducation. Titouan, Joseph, Charlie, ils se relayaient pour m'accompagner. Ils voyèrent bien que l'ambiance à la maison n'était pas au beau fixe, mais personne ne disait rien. Marie, mon Dieu, cette femme est une force de la nature. Pendant que j'étais là, immobile, elle prenait du travail de couture à domicile. Jour et nuit, j'entendais sa machine tourner. Elle reprenait des pantalons, ajustait des robes, faisait des ourlets, tout ce qui tombait. Je la regardais s'éreinter jusque tard dans la nuit, le dos courbé, les yeux fatigués. Et je me sentais misérable. Comment avais-je pu songer à quitter une femme comme elle? Une guerrière? L'argent de sa couture, c'est ce qui a maintenu la maison à flot. Elle payait les factures, achetait à manger et mes médicaments. Je la voyais compter les pièces avant d'aller au marché, recoudre les vêtements usés des enfants pour économiser, et mon cœur se serrait. Au bout de 7 mois, j'ai enfin enlevé le plâtre.
mais j'étais encore loin d'être guéri. C'était étrange d'être libre, mais incapable de poser le pied par terre. Je suis entré en rééducation intensive pour récupérer la mobilité. Heureusement, tous mes soins étaient pris en charge par la sécurité sociale. Car les frais médicaux, les médicaments, tout ça, ça finissait par peser. Le temps passait et je progressais. Mais je vous avoue quelque chose. Je faisais semblant d'aller plus mal que je ne l'étais. J'avais peur que, dès que je serais totalement remis, Marie me foute dehors, mais les dettes s'accumulaient, et Marie ne pouvait plus faire face seule avec sa machine à coudre. C'est alors qu'on a appris que l'assurance avait enfin libéré les fonds pour racheter une voiture. J'ai repris un Renault 18 beige, exactement comme l'ancien. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus me cacher. Il fallait que je retourne bosser, que j'aide à faire tourner la maison. Le jour où j'ai repris le volant pour la première fois depuis l'accident, Marie ne m'a même pas dit au revoir. Je suis parti avec le cœur lourd, mais un peu d'espoir au fond. C'était un nouveau départ, non? Ou du moins, je voulais y croire. Arrivé à la station de taxi, j'ai retrouvé mes collègues. Quelle joie de revoir leurs visages familiers. Tous m'ont accueilli à bras ouverts. Je les ai remerciés du fond du cœur pour tout ce qu'ils avaient fait durant ces mois sombres. Mais en rentrant le soir, j'ai pris une claque. Mes valises étaient closes là, dans l'entrée, prêtes. Marie avait tout rangé. Elle ne m'avait pas dit un mot ce matin-là. Mais là, le message était clair. Et le pire, ce n'était même pas ça. Elle avait tout raconté aux enfants. Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu l'une des scènes les plus déchirantes de ma vie. Christine et Jojo en larmes, les yeux rouges, sans comprendre vraiment ce qui se passait. Comment expliquer à un enfant que son père a fait une connerie pareille? Je me suis mis à genoux là, au milieu du salon. J'ai supplié Marie, j'ai demandé pardon à mes enfants, je me suis accroché à eux comme un naufragé à une planche. Je répétais que j'avais fait une erreur, que je n'allais plus jamais recommencer, que je les aimais plus que tout. Mais Marie ne m'a même pas regardé. Elle a tourné les talons et est partie, me laissant là, à parler dans le vide. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'ai pris mes valises et je suis sorti sans but. C'était la fin novembre. Noël approchait, les rues étaient décorées, les gens riaient dans les magasins, et moi, j'étais en miettes. Et vous savez ce qui rendait ça encore pire? Pensez à Anna, celle que je croyais être le grand amour de ma vie, celle pour qui j'avais risqué de tout perdre. Pas un mot d'elle. Même après l'accident, rien. Pas un message, pas un appel. Comme si elle n'avait jamais existé. Et là, j'ai compris l'étendue de ma bêtise. J'avais jeté ma famille, mon foyer, pour une illusion. J'ai fini par louer une chambre dans une petite pension près de la station de taxi. Une pièce minuscule, triste, sans âme. Rien à voir avec le confort de ma maison. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Chaque nuit, je m'allongeais sur ce lit dur comme du bois, les yeux rivés au plafond, ressassant encore et encore ce que j'avais fait. Les enfants, pauvres petits, étaient au milieu de tout ça, perdus. J'allais les voir en fin de journée ou le week-end quand je pouvais. Et mon Dieu, comme ça faisait mal de voir leurs regards tristes. J'essayais de les faire rire, je ramenais des bonbons, mais rien n'était comme avant. Ils voulaient leur famille réunie. Et ça, ce n'était plus entre mes mains. J'ai essayé de parler avec Marie. Je lui apportais des fleurs, je tentais de lancer une discussion, mais elle restait de glace. Me traitait comme un étranger. Je donnais de l'argent pour aider avec les enfants, bien sûr. Mais je savais très bien que ce n'était pas d'argent dont ils avaient besoin. Vers le 17 décembre, les parents de Marie sont arrivés du Sud. Ils venaient toujours passer Noël avec nous. Et là, bon sang, quelle honte. Monsieur Antoine, son père. Il m'avait toujours beaucoup aimé. Il disait souvent que j'étais le fils qu'il n'avait jamais eu. Et maintenant, après ce que j'avais fait, j'ai voulu lui parler, lui expliquer, je ne sais pas, m'excuser. Je suis allé chez eux. Il était dans le jardin.
Quand il m'a vu, il m'a lancé un regard noir, dur, à glacer le sang. Je n'ai même pas osé lui adresser la parole. Il aurait pu me cogner sur place. Et franchement, je n'aurais même pas bronché. Ce Noël-là a été le plus triste de toute ma vie. J'étais seul, dans cette petite chambre froide de la pension, pendant que ma famille fêtait sans moi. Le soir du réveillon, je me suis promené dans les rues de la ville. Je voyais les maisons illuminées, les familles qui riaient derrière les fenêtres. Et moi, j'étais là, comme un chien abandonné, payant le prix fort de mes erreurs. Les mois ont passé, puis 1 an, puis 2, et moi, toujours dans cette chambre. La vie avançait pour tout le monde. Mais pour moi, le temps s'était arrêté. Je continuais à travailler. Je voyais les enfants quand je pouvais, et chaque soir, je rentrais dans cette pièce vide avec, dans le cœur, une petite lueur d'espoir. L'espoir qu'un jour, Marie me pardonnerait, qu'on redeviendrait une famille. Jusqu'au jour où Jojo m'a dit quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur. On mangeait une glace un dimanche après-midi. Il était tout content. Et d'un coup, il me sort. « Papa, tu sais que maman a un amoureux ?» C'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Mais le pire, ce n'était même pas ça. C'était de voir la lumière dans les yeux de Jojo quand il parlait du fameux nouveau compagnon de sa mère. « Il est super, papa. Il nous emmène en balade, il raconte des blagues. » Chaque mot, c'était un coup de couteau en plein cœur. Jusque-là, j'avais encore de l'espoir. Je croyais que ce n'était qu'une question de temps, que Marie allait voir tous mes efforts, qu'elle me redonnerait une chance. Mais en entendant mon propre fils parler d'un autre homme comme ça, j'ai compris que j'avais définitivement perdu ma place. Un jour, je suis allé chez eux pour voir les enfants et j'ai vu une grosse voiture garée devant. Un beau modèle, là j'ai compris. Ce gars avait de l'argent, et pas qu'un peu. Et moi, fauché, éclopé, seul, comment j'aurais pu rivaliser ? Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Les enfants arrivaient avec des jouets flambant neufs, des vêtements de marque. Jojo me racontait leur sortie du week-end. « On est allé dans un parc d'attractions, papa. Tu verrais la montagne russe, énorme. » Mon Dieu, que ça faisait mal. Savoir qu'un autre homme leur offrait ce que je ne pouvais plus donner. Après 8 mois de relation, ça s'est encore intensifié. Rodrigue, c'est comme ça qu'il s'appelait, dormait souvent chez eux, amenait les enfants à l'école, venait les chercher. Il avait clairement pris ma place. Et puis, la nouvelle qui m'a achevé. Jojo me l'a dit avec une joie innocente. « Papa, maman attend un bébé, je vais avoir un petit frère. » Je vous jure, le monde s'est arrêté. Mon cœur s'est figé. Mes jambes ont failli me lâcher. Marie, enceinte de Rodrigue. Je n'avais même pas fini d'encaisser cette claque que Christine, tout excitée, m'annonce « Papa, devine quoi, on va déménager. Rodrigue a invité tout le monde à vivre dans son appartement au centre-ville. Il est immense, papa. Il y a même un ascenseur. » J'étais sans voix. Rodrigue, celui qui avait déjà pris ma place dans le cœur de mes enfants, emmenait maintenant toute ma famille vivre chez lui. J'ai appris plus tard que cet appartement, il l'avait hérité de sa mère. Son père s'était remarié et lui avait laissé le logement. C'était un endroit chic, un immeuble moderne en plein centre. Quand il a su que Marie était enceinte, il n'a pas hésité. Il les a tous invités à emménager. Un jour, je rentrais de la station de taxi. Par habitude, j'ai fait un détour devant notre ancienne maison. Je le faisais souvent. Et là, j'ai vu Marie derrière la fenêtre. Elle me faisait signe d'arrêter. Mon cœur s'est emballé. Cela faisait plus de 2 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cette maison. Depuis le jour où j'étais parti, valise en main, je n'avais jamais franchi le portail. Je venais juste devant pour appeler les enfants, rien de plus. « Ray, j'ai besoin de te parler. Tu peux entrer un moment ?» Elle était sérieuse. J'ai avalé ma salive et j'ai hoché la tête. Elle a ouvert la porte. Elle était toujours aussi belle, et son ventre arrondi ne laissait aucun doute. « Entre, Ray, dit-elle doucement. »
Mettre un pied dans cette maison, c'était comme remonter dans le passé. L'odeur familière, les meubles, les photos sur les murs, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Je t'ai appelé pour une raison précise. Les enfants et moi, on va vivre dans l'appartement de Rodrigue. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. L'entendre de sa bouche, c'était 1000 fois plus douloureux. Mais je ne veux pas laisser cette maison vide. C'est aussi celle de tes enfants. Alors, si tu veux, tu pourrais venir habiter ici. Ce serait mieux que cette chambre de pension. Je suis resté sans voix. Ce n'était pas ce que j'espérais entendre, mais c'était une offre de paix. Je me souviens que, à ce moment-là, une pensée mesquine m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, je vais rester ici. Et si Dieu veut, leur couple ne tiendra pas, ils reviendront. Et moi, je serai là à les attendre. Je n'en suis pas fier, mais c'est la vérité. Une partie de moi espérait que Rodrigue se plante, que Marie réalise qu'elle avait fait une erreur. Je serai là, gardien de la maison, prêt à les reprendre. Je n'ai rien dit de tout ça à Marie. Je me suis contenté de la remercier et de promettre que j'allais bien m'occuper de la maison. Mais au fond de moi, cette espérance stupide est restée longtemps. Ah, je pensais que ce serait bien de revenir ici. Mais j'avais tort. C'était une torture. Les enfants, je les voyais souvent, oui, mais ils n'arrêtaient pas de parler de leur belle vie chez Rodrigue. Et moi, j'étais là, dans une maison pleine de souvenirs, vide. Le temps a passé. La fille de Marie et Rodrigue est née, Jeanne, prénom de la mère de Rodrigue. Puis est arrivé Jean, le petit frère. Et là, j'ai reçu la visite d'un huissier. Il m'a tendu les papiers du divorce. La fin officielle de ce qui s'était déjà terminé depuis longtemps. Les enfants allaient bien. Plus tard, devenus ados, ils venaient de moins en moins. Ils préféraient leurs amis, et qui pourrait leur en vouloir? J'ai tenté de refaire ma vie. Je sortais avec les copains, j'allais à des bals, j'ai fréquenté des femmes, j'ai même eu une relation sérieuse avec Béatrice pendant 1 an. Mais on se disputait trop. J'étais devenu un vieux bougon, impatient. Jojo, mon fils aîné, a fait des études de droit, comme son beau-père. Au début, ça me blessait, mais j'ai fini par être fier. Il s'est marié à 28 ans avec Patricia, une fille adorable, et il m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel. Un honneur immense. Ils ont eu 2 enfants, Lucas et Sophie. Aujourd'hui, Jojo est associé dans le cabinet d'avocats de Rodrigue. Quelle ironie, hein? Christine, elle, a suivi un autre chemin. Passionnée d'art, elle a fait les beaux-arts. Elle s'est mariée jeune, à 24 ans, avec André, rencontré à la fac. Elle aussi m'a permis de l'accompagner à l'hôtel. Ils ont une fille, Marianne. Christine a ouvert une galerie dans le centre-ville. Parfois, je passe devant en taxi, je vois son nom écrit en grand. Et j'en suis si fier. Et moi, je suis resté seul. Ça n'a pas marché avec Béatrice, ni avec personne d'autre. J'ai mes chiens, Rex et Cannelle. Ils sont fidèles. Ils ne jugent pas, ne râlent jamais. Mes petits-enfants viennent me voir de temps en temps. Mais c'est toujours rapide. Ils ne s'intéressent pas à mes histoires. Je suis le vieux, ringard, ennuyeux. Je reste souvent sur le porche à regarder les photos d'avant, et je pense à ce que ma vie aurait pu être si je n'avais pas fait cette bêtise, si j'avais su chérir ce que j'avais. Mais bon, ça ne sert à rien de vivre dans les regrets, n'est-ce pas? Marie et Rodrigue sont toujours ensemble. Ils ont eu une autre fille, Anne-Caroline. Ils ont l'air heureux. Rodrigue a pris sa retraite récemment. On m'a dit qu'il partait de faire un long voyage. Moi, j'ai rangé les clés du taxi il y a 2 ans. Forcé, en fait. Le médecin a dit que ma vue n'était plus assez bonne, trop dangereux. Au début, je croyais que j'allais devenir fou. Le silence dans cette maison est insupportable. Les journées sont toutes pareilles. Je me lève tôt par habitude. Je bois mon café, seul, en regardant les voitures passer par la fenêtre. Et j'attends. Parfois, je reste assis des heures, à guetter un miracle. Mes enfants, ils appellent, parfois, toujours rapidement.
Ça va, papa? T'as besoin de quelque chose? Et avant que je puisse répondre, il raccroche. Mais c'est la vie, hein. On fait des choix, et on vit avec leurs conséquences. Moi, j'ai fait le mien, il y a longtemps, quand j'ai cru que l'herbe du voisin était plus verte. Aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Ne vous méprenez pas. Je ne me plains pas. J'ai encore des raisons d'être reconnaissant. Mes enfants vont bien. Mes petits-enfants sont en bonne santé. J'ai un toit. De quoi manger. Il y a bien des gens qui n'ont même pas ça. Mais vous savez ce qu'il y a de plus fou? Après tout ce temps, malgré tout, il y a une petite part de moi qui espère encore, qui espère entendre le bruit d'une voiture s'arrêter devant la maison, une portière qui claque, et la voix de Marie me disant « Ray, on est rentré à la maison. » Eh bien, j'espère que mon histoire vous aura servi à quelque chose, ne serait-ce que pour vous faire chérir davantage votre famille. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.